Bienvenue au séminaire sur le financement et la protection et l'éducation de la petite enfance. Je suis Maïsef Machel-Lassache, présidente mondiale de l'OMEP. Aujourd'hui, je suis basée en Argentine, dans la belle ville de Concepción del Uruguay, où dans 2 heures, je participerai à un atelier avec l'UNICEF et le gouvernement de la province d'Entre Ríos. Comme vous le savez tous, cette année, le slogan de la Semaine de l'Action mondiale pour l'éducation, investir dans un monde juste, décoloniser le financement de l'éducation maintenant, a été lancé pour s'assurer que toutes les coalitions et tous les membres de la CME puissent s'unir autour de la question dont le mandat est de favoriser un financement accru pour une éducation meilleure, plus équitable, durable et de qualité. L'OMEP, en tant que membre de la campagne mondiale pour l'éducation, a participé activement à la SAME de 2023 en soulignant l'importance de l'investissement public dans les PPE pour tous les États. Le concept de décolonisation est essentiel pour comprendre le problème du financement de l'éducation auquel de nombreux pays du monde sont confrontés. Cela implique un changement de la dynamique du pouvoir entre les gouvernements nationaux et les organismes internationaux de financement, les bailleurs de fonds et les institutions financières. Par conséquent, il doit être exploré et approprié afin de développer un plaidoyer politique basé sur un diagnostic approfondi et axé sur l'élimination des obstacles qui empêchent une PPE inclusive, équitable et de qualité pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Le nouveau programme politique ouvre de grandes possibilités de progresser dans la réalisation des droits des jeunes enfants. En ce sens, le sommet sur la transformation de l'éducation, convoqué en septembre 2022, en réponse à une crise mondiale de l'éducation, des agendas a fourni une occasion unique d'élever l'éducation au sommet des agendas mondiaux, de mobiliser l'action, la solidarité et les solutions pour récupérer les pertes liées à la pandémie. Pour s'aimer les graines de la transformation de l'éducation dans un monde en mutation rapide. Pour cette raison, la Semaine de l'Action mondiale pour l'éducation appelle le gouvernement et la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour financer l'éducation, comme établi dans l'appel à l'action pour le financement du TES. En outre, à la suite de la conférence mondiale sur le PPE de 2022 et de la déclaration de Tashkent, les États membres se sont engagés à financer l'éducation publiquement, à augmenter le financement de l'EPPE à un niveau suffisant pour atteindre la cible 4.2 des ODD, en particulier en travaillant à l'allocation d'au moins 10% des dépenses d'éducation à l'éducation pré-primaire et à donner la priorité et réorienter les dépenses publiques pour les PPE afin de se concentrer sur les plus pauvres et les plus défavorisés. Nous avons développé ces webinaires, partageant des perspectives et des expériences qui reflètent les connaissances de la diversité et les problèmes des politiques publiques en relation avec le EPPE et le financement avec la participation des spécialistes et des chercheurs pertinents de toutes les régions du monde. Je tiens à remercier notre invitée, Maria Ron Balsera,
qui sera la conférencière principale de ce webinaire, ainsi que les vice-présidents régionaux de l'OMEP, qui ont été enthousiasmés par la proposition de contribuer avec leur point de vue, leurs connaissances et leur expérience dans le territoire. Les 5 vice-présidents travaillant sans relâche pour réaliser les objectifs et le plan stratégique de l'OMEP afin de contribuer à garantir les droits de protection et d'éducation de la petite enfance, comme le fait l'OMEP depuis 75 ans. Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre chère collègue et militante, la docteure Maria Rombalcera. Maria travaille depuis 15 ans sur le droit à l'éducation, la privatisation et la justice fiscale. Elle est actuellement directrice des programmes au Centre d'économie et droits sociaux. Jusqu'à récemment, elle était la coordinatrice de l'Alliance Taxed et conseillère politique en matière de justice fiscale chez ActionAid International. Elle a dirigé des recherches sur la fiscalité et l'éducation dans divers pays pour le projet et sur le financement et la privatisation de l'éducation pour d'autres projets dans ActionAid. Elle est également maître de conférences associée à l'Université de Londres. Auparavant, elle a travaillé pour le Right to Education Project, Human Rights Watch et les universités de Roehampton et de Bielefeld. Elle a également travaillé comme consultante pour CLADE et la campagne mondiale pour l'éducation. Merci beaucoup, Mercedes, pour cette invitation et merci à tous pour votre travail dans ce domaine de l'éducation primaire. La protection de l'éducation. Et comme a dit Mercedes, actuellement, je suis la directrice du programme de la CRES et je vais vous parler comment il faut financer l'éducation primaire. Ceci n'est pas nécessaire de le montrer, mais pour ceux qui travaillent en EPPE et financement, c'est dans des domaines les plus importants. Il y a plein d'opportunités et l'une des meilleurs investissements car il y a un grand taux de revenus et c'est un droit. Il ne s'agit pas seulement pour des enfants, sinon qu'il s'agit de l'égalité. Quand il y a une bonne EPPE, nous avons plus de temps, je parle de mère, pour qu'elle puisse faire d'autres choses. Alors, il est très important pour l'égalité des sexes et que ce soit le meilleur investissement. Il faut que les familles aient le même niveau et seulement les faisons 1% au niveau mondial. Et c'est encore pire dans les pays plus défavorables. 1 sur 4 enfants, les enfants n'ont pas eu d'éducation pré-primaire. 33 millions d'enfants. Alors, ce sont 22% des pays et l'éducation est obligatoire au niveau de chaque pays et seulement un niveau d'éducation est gratuite. Donc, ça, ce n'est pas suffisant. Donc, ça fait partie du programme qui tient compte le manque de professeurs et le programme de cours pour les pré-primaires et pour les 20-30, il faut l'améliorer et il faut voir quelle est la tâche de chaque éducateur. La déclaration de Tashkent, comme l'a mentionné Mercedes en novembre 2022, là, le pays se sont engagés à investir au moins 10% de l'éducation pour l'éducation pré-primaire. La déclaration a aussi
garantit que les salaires et le travail soient en condition pour le personnel de pré-primaire. Et au moins un an doit être gratuit pour les ODD cible 4. Mais seulement 6% du financement de l'éducation est destiné à EPP et pour le pays défavorable, seulement les 10% est disponible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour expandir, agrandir le financement? Ce n'est pas seulement un problème de l'EPP, sinon c'est général. Il faut augmenter les 4 S du financement, le budget, combien se destine à l'éducation finalement, puis ce qui est le total du revenu que le gouvernement emploie. On va parler de ceci précédemment et comment augmenter les impôts et la disponibilité des impôts, que le critère et l'observation de sûreté soient sécurés pour chaque partie, chaque destination. On va avoir les 4 S. Le partage du budget. Quand on travaille au financement de l'éducation, on connaît ceci, mais ceci concerne le budget total utilisé pour l'éducation. Ceci nous indique combien du budget national est destiné à l'éducation. Un élément de 20%, c'est souhaitable, mais au niveau global, seulement un 15% est destiné. Et on a aussi ce qui est le PIB. La recommandation est que le 6% du PIB soit destiné à l'éducation. La recommandation est de 4 jusqu'à 6% comme minimum, mais 4% tient compte les pays à haut revenu et en spécial pour le pays défavorable. Et comme vous pouvez voir ici, je peux le mettre un peu plus grand. Alors, quand on avait dit que le minimum de revenus de dépenses doit être de 15%, même si ce sont des pays à faible revenu ou à haut revenu, en moyenne, avec un minimum de 4% du PIB, on peut voir combien de pays il y en a. Salomon, les îles Salomon, Tunisie, et il y a d'autres de l'autre côté de 15% et même au moins de 4%. On voit Nigeria, Angola, Ouganda, Singapour. Et il y a un problème à partir de ça, parce que quand les pays n'atteignent pas cette minimum portion, quelqu'un doit mettre l'argent. Même les enfants sont touchés parce que ils sont niés leur droit à l'éducation et les familles doivent supplir cette besoin. Donc, il y a un mythe que une autre organisation paye qui seulement consacre un 3% pour les dépenses globales de l'éducation. Pourtant, c'est une grande quantité dans ce processus à considérer. Il y a un rôle plus important et nous sommes en train de générer conscience et de décoloniser le financement à l'éducation. Ces 13% représente les 90% des procès de prise de décision dans le pays défavorable et il faut l'augmenter. Ce qui dit les graphiques, le pays à faible défavorable représente une grande partie du financement quand ce qui est destiné au gouvernement, c'est la famille qui implique leur argent pour supplir cette besoin. Pourtant,
euh, ce sont eux qui payent beaucoup plus pour le financement de l'éducation, même si ils font partie de la Banque internationale. Ceci nous dit que les familles sont, occupent leur argent pour leur payer quand il faut que ce soit gratuit. Comment est-ce qu'on peut faire une réalité de ceci? Ça va plus loin de la partie de l'éducation, parce que ce n'est pas destiné seulement à l'éducation. C'est, ce n'est pas une compétition entre la santé, le, la partie salutaire du pays, sinon que c'est une augmentation de budget en général. Il faut inclure dans le PIB et dans le budget national, et se voit dans le graphique que les pays défavorables ont une ratio très faible, en 11,5%. Si on voit l'économiste français, le pays ne peut pas réellement avoir un contraste social et de services publics. Il devrait y être le 6% et seulement et pour l'éducation de ODD. Pour chaque pays, en fait, ça devrait être le 6%. Il y a plein de choses à dire à propos de comment il faut garantir le budget, mais la région du Sud a moins d'impôts récoltés et pour d'autres, c'est un peu plus grand. Je veux passer pour les diapositives rapidement parce que je veux couvrir la plupart de nos thèmes, de sujets. Comment on peut voir ce PIB si vous écoutez le Banque internationale et on a une partie de la consommation, ce sont des impôts directs qu'on paie. Ce sont régressifs parce que on peut voir que ceux qui ont plus d'argent paient beaucoup plus pour leur pourcentage de sa richesse. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est très facile d'augmenter l'indice, mais les pauvres paient beaucoup plus son argent, mais ce qu'il faut augmenter finalement est l'impôt progressif pour qu'il y ait un minimum global, un impôt corporatif minimum, que ce soit 25%, mais que maintenant il est au 15% seulement. Et même s'il y a un minimum, le 20%, c'est un danger parce que vraiment c'est beaucoup moins, beaucoup plus bas dans d'autres pays, par exemple en Afrique. Et il faut le travailler et lutter si c'est nécessaire parce que que- quelqu'un parle de inclusif, mais ce n'est pas comme ça. Il faut maintenir et les Nations Unies doivent être présents et d'autres, mais on va consacrer du temps à parler de ça. Ce qui est des impôts, seulement en ce qui concerne les propriétés et ce qui vont avec les revenus, ce sont ceux qui ont les moins. Les entreprises ont beaucoup de revenus et paient tellement peu d'impôts finalement. Il faut qu'en général, les impôts directs, par exemple celles des entreprises, ont une tendance à être progressifs et les indirects, comme les ventes, sont beaucoup plus régressifs. Alors, pourquoi ceci est tellement important? Parce que il y a, on profite 483 milliards inclus dans le financement que c'est tellement profitable pour nous. C'est possible de travailler avec ce limite, mais
Il n'est pas besoin d'avoir des impôts sur les impôts. Il y a une injustice en fait. C'est nous montre que c'est injuste pour nous parce que ça nous donne tellement peu de cette partie. Alors, on n'a pas une collecte pour payer les, les dépenses qu'on a. On demande beaucoup plus d'argent, que ce soit les banques internationales, le Fonds monétaire, mais normalement, on ne passe que ce qu'on paie et on voit les taux d'intérêt qui s'accroît et seulement pour payer les dépenses, mais c'est mal. Ce qu'on voit, c'est que le pays consacre l'argent pour payer des dépenses au lieu de le destiner à l'éducation. Et c'est une exclusion massive, donc des enfants qui n'ont pas le droit d'accéder à l'éducation. Et ceci se répète dans d'autres services qui veulent aussi être privés au lieu de devenir un droit. C'est un privilège ou un défi. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Alors, il faut avoir une justice financière. Ceci est bon pour se rappeler pourquoi est-il important. On parle de 4 R en anglais. Comment collecter de l'argent, la redistribution pour mettre fin aux inégalités, que ce soit ne soit pas vertical ou horizontal, ceux qui ont de l'argent qui paient beaucoup plus, et mettre un autre prix pour limiter le public du tabac, par exemple, pour la consommation, les émissions. Et il faut tenir compte de ce qui représente dans l'argent, cette distribution de l'argent. Celle qui est plus importante, peut-être, c'est justement la représentation. Il faut créer des démocraties sociales, qu'il y ait une grande confiance au gouvernement liée à la qualité de représentation politique dans les gouvernements. Parce que normalement, on rompt le contrat avec les impôts. Mais pas seulement parler de la sensibilité, sinon il faut augmenter la sensibilité du budget. Comment il faut faire avec les critères équitatifs? Comment il faut inclure les plus marginalisés ou défavorables avec les ressources adéquates pour mettre au même niveau et diminuer les inégalités préétablies. Quand on a des inégalités dans l'éducation, il faut qu'on ait une égalité pour que tous aient les mêmes supports nécessaires. Et finalement, la dernière S de l'anglais, c'est de être observatrice, observateur, parce qu'il faut participer au ces types de rapports, que ce soit de professeurs, des parents, à tous les niveaux, il faut être observateur, il faut observer et il faut comprendre qu'il est possible de transformer ceci pour l'éducation. Et je vais laisser les liens sur les chats. J'espère que ce soit passé. Merci, Mercedes. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était une présentation très intéressante et la clarté des concepts pour les concepts que vous avez donnés des 4 R. On répétera cette vidéo de ce webinaire pour pouvoir mieux comprendre les notions et bien sûr que nous téléchargerons et partagerons votre présentation, Maria. Maintenant, nous allons écouter les commentaires
de nos précieux vice-présidents et qui composent tous ensemble le comité exécutif mondial. Tout d'abord, nous écouterons le vice-président de la région Asie-Pacifique, Sandy Wong, est professeure de petite enfance et co-directrice du Centre de recherche sur l'éducation de la petite enfance à l'Université de Macaire. Elle est associée de recherche à Good Start Early Learning Australie. Sandy mène des recherches en collaboration avec des universitaires, des organisations et des praticiens de la petite enfance, ainsi que des gouvernements. Alors, Sandy, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Mercedes de me présenter, de me permettre de parler aujourd'hui pour parler de la région. On voulait se réunir lundi et j'ai donné mes notes pour ce que je voulais dire. Malia, j'ai été choquée par les chiffres que vous avez partagés. Si on était tous consultants sur les impôts, ce serait excellent. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre sujet qui touche sur l'équité et l'accès. Et dans la région du Pacifique, on parle de la diversité de la région d'Asie-Pacifique. Et il y a par exemple des nations très riches comme l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les îles, et des nations plus pauvres comme les îles du Pacifique. Il y a des différences et des diversités de cultures, de langues, de religions, des pays qui sont bouddhistes, des pays chrétiens, islamiques, etc. Et cela signifie qu'il y a une importance accordée à l'EPPE et que les approches philosophiques varient d'un pays à l'autre. Et cette diversité est particulièrement liée aux opinions sur le rôle des femmes dans la société. Et il y a des différences dans la géographie. Par exemple, il y a des régions d'Australie qui sont très éloignées, à des centaines de kilomètres du service des PPE. Alors que les services des PPE se trouvent très loin et d'autres se trouvent très près. Il y a aussi d'autres différences dans le sens du degré d'impact du changement climatique. Il y a des différences dans le sens de la taille des nations et leur structure politique. Il y a des pays très peuplés, très concentrés dans les villes comme le Japon et la Corée, des petites nations comme Singapour. Il y a des démocraties, des royaumes et le contrôle militaire. Tous ces facteurs ont un impact sur les services des PPE au sein des structures politiques. Et ce sont des conséquences de la colonisation. La capacité à fournir des services des PPE dans notre région varie d'un pays à l'autre, et même dans un même pays. Par exemple, en Australie, il y a des services, l'économie est mixte avec la plupart des services du secteur privé. Il y a de diversité de qualité. Quelques pays sont très structurés et d'autres non. Dans certains pays, l'éducation avant l'école est disponible et dans d'autres non. Par exemple, dans des pays comme le Timor oriental,
l'utilisation des services des PPE est très faible. Par exemple, en Timor oriental, de nombreux enfants sont retenus au jardin d'enfants les premières années d'enseignement formel parce qu'ils ne sont pas prêts à passer à l'année suivante. Et le système ne permet pas aux enfants d'accéder aux services. Donc, ce que tous les pays dans la région d'Asie-Pacifique doivent améliorer, c'est la compréhension de la diversité pour progresser la qualité des services des PPE dans la région, pour que toute la région puisse bénéficier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandy, pour tes mots, pour ton travail, pour ta contribution et perspective. Et maintenant, on a la présentation, une collègue d'Argentine, de Canada, de Russie, Équateur, Mexique, Suède, Nigeria, Kenya, Turquie, Croatie, Espagne, Paraguay, et la liste est longue, mais désolé sinon. Mais je voulais que quelqu'un, désolé, vous le mettre dans le chat. Maintenant, on va continuer avec la présentation de la vice-présidente régionale d'Amérique latine, Desiree Lopez de Maturana, est éducatrice de la petite enfance, titulaire d'un master en administration de l'éducation et elle a un doctorat en éducation avec mention en médiation pédagogique. Elle est actuellement professeure à l'Université de La Serena et a assumé la vice-présidence de l'OMEP pour l'Amérique latine pour les périodes 2020-2022 et 2023-2025. Elle possède une vaste expérience en tant qu'éducatrice en classe et en tant qu'universitaire dans différentes universités du Chili. Elle a participé à des recherches sur le développement cognitif et dans ce domaine, euh, elle a participé à des recherches sur le développement cognitif, le jeu et la présente, et on lui donne directement la parole à Désirée. Merci beaucoup, Mercedes. Bonjour à tous ceux qui sont présents et ceux qui ont parlé en avant parce que elles ont montré une vision partagée. Aujourd'hui, je veux me concentrer la route, le chemin en Amérique latine et dans le travail qu'il faut réaliser. Les 4 objectifs du plan stratégique de l'OMEP commencent par mettre en évidence les axes centraux de sa vision. Et même si c'est répété, c'est tellement important de dire que il a établi un parcours incontournable pour que les actions que nous développons mettent l'urgence nécessaire dans la promotion d'un monde dans lequel tous les jeunes enfants soient respectés en tant que citoyens de leur naissance et qu'ils jouissent, comme le dit le document, de tous les droits humains inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant, en travaillant et en contribuant à ce que les États et les sociétés continuent leur engagement à fournir une éducation équitable, inclusive et de qualité à tous les enfants dans la petite enfance dès la naissance à l'âge de 8 ans. Dans notre région, nous avons pris comme phare permanent les documents de la décennie de la petite enfance.
La Déclaration des droits de l'enfant et certaines observations, la Déclaration de Tashkent, les engagements de l'agenda 2030 et les accords de la campagne mondiale pour l'éducation. Afin de faire avancer le premier défi du financement de l'éducation dès le départ, la cause des droits humains des enfants doit être placée au centre des agendas politiques de tous les pays pour répondre, traiter et surmonter les risques, les souffrances et les injustices vécues par les plus jeunes au stade fondateur de leur vie, comme dit le document de la décennie. Dans ce contexte, nous nous sommes joints, en tant que région, à la campagne mondiale, arguant qu'il est vital de disposer des ressources nécessaires pour garantir le plein droit à l'éducation de la petite enfance. Ainsi, au cours de la dernière semaine de mai et des premiers jours de juin, nous avons participé activement à la Semaine mondiale d'action pour l'éducation, SAME, dont le thème central était le financement de l'éducation, soulignant le sentiment profond que l'inégalité qui existe dans cet aspect réside, entre autres, dans la colonisation du budget, qui est présenté comme un sujet réservé aux spécialistes et des experts, laissant toute autre instance citoyenne en dehors de la discussion. Comme le souligne la campagne latino-américaine pour les droits à l'éducation de la CLADE, les budgets sont des documents politiques qui montrent les priorités des États. Ce qui n'y figure pas n'est tout simplement pas prioritaire dans les dépenses publiques, et ce qui n'est pas prioritaire dans les dépenses publiques n'est pas pertinent. L'idée est donc, pour nous, de travailler à un système inclusif parce que la connaissance et la participation à la distribution est un aspect très important afin d'éradiquer la logique coloniale de la distribution, et c'est un aspect pour que ce soit en ressource. Par ailleurs, de toutes les recherches et suivis effectués dans la région, nous pouvons mentionner que l'inégalité qui existe entre les pays qui investissent le plus en Amérique latine et ceux qui investissent le moins dans le pays de l'OCDE est énorme, 3 fois plus ou 3 fois moins, ça dépend de la perspective. Et l'inégalité entre les pays de la même région est également énorme. Alors, un exemple, quand Costa Rica investit 5 676 $ par personne d'âge scolaire, le Guatemala n'investit que 662 $, 10%. Une situation qui s'aggrave lorsque nous nous concentrons sur les groupes d'âge de 0 à 3 ans. Pendant le sommet, nous nous sommes mobilisés de manière puissante et articulée pour faire entendre notre voix et exiger ces droits auprès des décideurs, des autorités, des acteurs étatiques et non étatiques, locaux, nationaux et internationaux, des médias, réseaux sociaux et de la communauté dans son ensemble. Parmi les actions développées, nous pouvons mentionner la création d'une semaine préparatoire pour la SAME, au cours de laquelle du matériel de communication éducative a été partagé, incorporant les contenus propres de l'OMEP en mettant l'accent sur la petite enfance et sur les messages universels, qui dit un financement équitable pour éduquer dès le début. Ces messages circuleront sur les réseaux tout au long du mois de juin. Ce qui est important dans cette stratégie, c'est que tous les comités nationaux et les réseaux d'organisations participant à l'OMEP lancent des messages en même temps, des créateurs publics, des vidéos, etc. sur les différents réseaux sociaux tous les jours et en même temps générant ainsi un grand appel à l'intention. Le document de la décennie de la petite enfance a également été partagé en tête-à-tête avec des décideurs politiques et stratégiques et des plaidoyers dans la petite enfance. Une vidéo collective a été créée par les autorités de l'OMEP sur SAME 2023, le thème de financement de l'éducation et les informations contenues dans le document de la décennie. Il s'est achevé par un événement international virtuel intitulé Investir dans un monde plus juste
pour la décolonisation du financement de l'éducation dès le départ, maintenant. Tout cela dans le but de mettre à l'ordre du jour public l'objectif de sensibiliser, de générer une prise de conscience et de promouvoir le développement des politiques globales avec un fort impact social et une perspective de justice fiscale qui donne la priorité aux soins et à l'éducation de la petite enfance. Toutes ces activités sont dans les réseaux sociaux et aussi on peut les partager. Merci beaucoup. Merci Désirée, nous vous remercions, nous sommes très reconnaissants pour votre vision dans ce thème et pour toutes les actions que vous avez menées dans notre région d'Amérique latine. Merci beaucoup. Ensuite, nous invitons notre chère collègue Marie Jolicoeur. Bonjour Marie. En ce moment, Marie aide et soutient le travail de la vice-présidente de l'Amérique du Nord et des Caraïbes, Christiane Bourdage-Simpson, qui est en congé de maladie. Marie, je ne vous donne pas encore la parole, je vais vous présenter. Marie Jolicoeur est professeure d'université en éducation de la petite enfance depuis 25 ans. Avant cela, elle a été éducatrice et directrice dans une garderie pendant 10 ans. Elle est titulaire d'une maîtrise en éducation technologique et elle étudie actuellement pour devenir conseillère en EDD. Son travail avec OMEP Canada a commencé en 2015, juste avant l'Assemblée mondiale de Corée, et depuis, elle y assiste chaque année, soit en tant que conférencière, soit en tant que représentante du Canada, pour chaque conférence que nous avons menée. Merci beaucoup Marie, vous avez la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler en nom de l'OMEP Amérique du Nord et des Caraïbes pour parler de la situation financière de l'EPPE et de l'éducation en général. Comme vous pouvez l'imaginer, Haïti se trouve actuellement dans une situation économique et politique où les écoles, les ONG et les organisations des PPE n'ont pas d'argent et manquent de ressources de base pour répondre aux besoins primaires de nombreux enfants. La présidente de l'OMEP Haïti, Madame Ouducourt, affirme que certaines régions s'en sortent mieux que d'autres, mais que dans l'ensemble, seules les questions les plus urgentes sont traitées en ce qui concerne les besoins des enfants et qu'aucun argent n'est investi ni disponible par ailleurs. Lors d'une interview en mars, le ministre de l'Éducation, Maliga, a déclaré que le contexte social est très difficile, non seulement en termes de jours de classe, mais aussi en termes de sécurité. 5% des écoles d'Haïti sont fermées. Nous passons au Canada. En Amérique du Nord, cette situation est différente. Mais j'ai aimé quand vous avez parlé de diversité auparavant parce que ça décrit très bien la situation au Canada, parce que cela varie d'un point à l'autre. Les défis, pourtant, sont toujours là. Par rapport au budget, les actions sociales communes et la volonté politique. Au Canada, les ONG ne reçoivent pas beaucoup d'argent. Plusieurs enfants dépendent des associations privées. Et généralement, les investissements viennent de sources privées. Dans ce pays, les nécessités de base des enfants sont comblées par ces associations. Cela dit, puisque les provinces sont autonomes, l'assistance à l'école varie du 78 au Québec au 37% au Nunavut. Certaines communautés qui sont plus éloignées des grandes villes
ont plus besoin de soutien pour préserver les droits des enfants. Et de l'autre côté, certaines grandes villes sont débordées par le nombre de familles à aider. Au Québec, nous avons créé un ministère exclusivement pour les PPE. Et depuis son mise en place, cela a permis plus de 75 000 de femmes d'accéder à un emploi à temps plein. En mars 2020, 253 000 places étaient disponibles. En 2023, on a encore besoin de 55 000 places. Le processus d'ouverture de nouveaux services est en cours. Quelque chose d'important à signaler est qu'au Québec, il y a une grande différence entre le service public et le service privé. Le service public ne représente qu'un tiers de tous les services. Alors, nous devons motiver les jardins d'enfants privés pour qu'ils fournissent des services publics. En 2018-2019, le gouvernement du Québec a dépensé plus de 2 milliards de dollars pour son programme de garderie. Les provinces au Canada sont autonomes et alors elles peuvent choisir le degré d'accessibilité de la provinciale, de formation d'éducateurs et de tout type de services. Et le gouvernement fédéral a vu les résultats et a mis en place des actions pour collaborer avec d'autres provinces. On a transféré de l'argent, on a gardé les liens qui étaient déjà fournis. En 2017, on a approuvé le cadre multilatéral pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Et plus d'1 milliard de dollars a été investi en 3 ans. En juillet 2020, un financement supplémentaire de 625 millions de dollars pour les provinces a été annoncé pour 2020-2021. Au niveau fédéral, il y a des subventions provinciales et des allocations pour les parents, déductions fiscales pour les frais de garde, les congés de maternité et paternité, etc. Certains fournisseurs des PPE varient beaucoup entre eux. Ça peut varier d'un service à l'autre pour les coûts. Maintenant, je parlerai des États-Unis. Comme au Canada, les États-Unis ont de nombreux modèles de services des PPE. Il y a des crèches, des jardins d'enfants, préscolaires, dont la plupart sont privés. Et des programmes des PPE qui tiennent à couvrir toute la nation. Marie, vous avez 1 minute. D'accord, merci. Si j'ai 1 minute, je vous dirais que 75% des enfants américains fréquentent l'une ou l'autre de ces structures, des crèches ou des écoles préscolaires. C'est pour cette raison que les parents paient entre 4 000 et 12 000 dollars par an pour les services d'éducation. Et cela est trop. On doit réduire ce chiffre. Il y a un rapport qui dit qu'en 2021, le Trésor des États-Unis a établi que le secteur d'éducation est
n'est pas assez financé. Je vous donnerai plus de données. Il y a selon l'Institut, 15% des fournisseurs des PPE ne sont pas assez payés. Par rapport au financement des ONG, elles ne sont pas bien financées non plus. Je vous remercie de votre temps et de votre intérêt de les PPE. Merci beaucoup. Merci Marie, est tellement important ce que tu as dit pour comprendre ce qui arrive et ce qui est le financement de la EPP. Et en continuant avec le programme, je vais vous présenter à la vice-présidente de la région d'Afrique, Nyamike Kiama, est diplômée avec une licence en statistique et mathématiques de l'Université de Ghana et un EMBA en gestion d'entreprise de l'École de commerce de l'Université du Ghana. Elle est une professionnelle de l'assurance qualifiée et une associée du Chartered Insurance Institute au Royaume-Uni. Elle est aujourd'hui éducatrice qualifiée de la petite enfance et se passionne pour l'acquisition de bases solides pour les enfants. Avant leur entrée à l'école primaire, elle est aussi propriétaire du Willow Tree Children's Center, un centre de développement de l'enfant. Elle est mariée à 3 enfants et 7 petits-enfants. Merci beaucoup, Mercedes. Bonjour à tous. Je voudrais vous partager mes réflexions sur les défis du financement en Afrique pour le EPPE. La déclaration de Tachkent et ses engagements visent à relever divers défis dans le domaine de l'éducation de la petite enfance au niveau mondial, y compris les obstacles financiers. Aujourd'hui, certains défis financiers potentiels affectant l'éducation de la petite enfance en Afrique sont les suivants. Premièrement, financement insuffisant. De nombreux pays africains, y compris les pays Angola, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya, Libéria, Maurice, Nigeria, Sierra Leone et Tanzanie. Ils sont confrontés à un manque de ressources financières adéquates pour soutenir les programmes d'éducation de la petite enfance. Un financement insuffisant peut se traduire par un accès limité à une éducation de qualité, des infrastructures inadéquates et un manque de matériel et de ressources d'apprentissage. Deuxièmement, la distribution inéquitable des fonds. Nous constatons que même lorsque les fonds sont disponibles, il peut y avoir une répartition inégale des ressources entre les régions ou au sein des communautés, ce qui entraîne des disparités dans l'accès et la qualité de l'éducation de la petite enfance. Cette disparité peut avoir un impact particulier sur les populations marginalisées et les zones défavorisées de ce pays. Troisièmement, des investissements publics limités. Certains pays peuvent être confrontés à un faible investissement public dans l'éducation de la petite enfance. Un financement public insuffisant ou en fait les dépenses publiques peut entraver l'expansion et l'amélioration des programmes d'éducation de la petite enfance, ce qui se traduit par des installations inadéquates, une pénurie d'enseignants qualifiés et l'absence de système de soutien complet. Quatrièmement, la dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Certains pays africains dépendent fortement de l'aide extérieure et du financement des donateurs pour leurs initiatives en matière d'éducation de la petite enfance. Cette dépendance peut poser des problèmes car elle peut être instable, imprévisible ou insuffisante pour répondre aux besoins à long terme du secteur. Cinquièmement, l'accessibilité financière pour les familles. Les coûts de l'éducation de la petite enfance peut représenter, et l'oratrice antérieure, elle dit que le EPP normalement est fondé pour le secteur privé, alors que les coûts est une barrière très importante pour les familles, en spécial pour les pays qui ont des pauvretés, l'insécurité
où il faut éviter que le parent met les enfants dans les écoles et que ces enfants n'aient pas accès à un EPP de qualité. Faire face à ces défis financiers nécessite des efforts concertés de la part des gouvernements, des décideurs politiques, des parties prenantes et de la communauté internationale. La déclaration de Tashkent vise à encourager pour cet objectif, c'était très important parce qu'elle encourage l'augmentation des investissements, les réformes politiques et la collaboration pour améliorer l'éducation de la petite enfance et faire face à cette barrière politique en Afrique. Merci beaucoup, cher Niamike. Il n'y a aucun doute que nous avons des grands défis à relever en ce qui concerne le financement de l'EPP dans cette région. Alors, notre dernière présentation sera faite par Adriana Wisniewicz, la vice-présidente de la région d'Europe de l'OMEP. C'est une région très importante pour nous puisque nous avons beaucoup de contacts avec cette région-là. Elle est adjointe à la faculté de formation des enseignants de l'université de Zagreb. Elle a travaillé en maternelle pendant 20 ans. Elle est l'auteure de plusieurs articles scientifiques et professionnels. Elle elle est fondatrice de Krijesnica, je le dis bien, de l'association d'éducateurs de Krijesnica, dont elle a été présidente. Et maintenant, elle est vice-présidente de l'OMEP, du comité de national croate. Je n'ai pas mentionné qu'il y a un représentant du Pakistan qui participe. Il y a des collègues de la Colombie, de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Adriana, on vous passe la parole. Merci beaucoup, Mercedes, pour votre présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Bonjour. Depuis l'Europe, comme vous voyez, l'Europe a 44 pays et 4 territoires d'outre-mer. Donc, il y a plusieurs parties différentes qui intègrent l'éducation de la première enfance. Et comme dans cette région, il y a plusieurs comités nationaux. Comme les autres oratrices ont dit, nous sommes tous pareils et différents. Et en termes de financement, ce que je crois, c'est que le financement et les dépenses publiques et les politiques publiques sont également déficients. En Europe, il y a plusieurs pays très proches entre eux et on peut facilement se déplacer par Europe. Pourtant, pour les politiques publiques, c'est très différent. Et cela a une influence sur les PPE. Alors, quelles sont les similarités? Il y a 3 manières principales de financer, car la majorité des pays de l'Europe dépendent de ce financement. Donc, la première manière serait le secteur public. Ce sont des budgets nationaux. Selon le budget de chaque pays d'Europe, il y a cette quantité d'argent que les PPE reçoivent. Pardon, Adriana? On ne change pas les diapositives, on est toujours sur la même main. Voyons. J'essaye de partager mon écran encore. Il y a toujours des problèmes techniques. J'espère que vous le voyez bien maintenant.
on continue. Quand on parle des apports de parents, il y a des différences aussi. Cela dépend si les parents sont plus ou moins pauvres, s'il y a des problèmes économiques dans le foyer, s'ils se trouvent géographiquement loin des villes. Toutes ces variables jouent un rôle. Généralement, il y a des initiatives ou des projets spécifiques que nous consacrons à l'EPPE. Par exemple, des projets de l'Union européenne qui aident à financer les PPE. Pourtant, comme j'ai mentionné avant, la situation n'est pas pareille pour tous les pays. D'autant moins pour tous les enfants. Comme j'ai dit, même si on est très près géographiquement entre nous en Europe, nous avons plusieurs différences entre nous. L'une est particulière à l'EPPE. Cela dépend des centres éducatifs, des premières enfances. Il y a du personnel qui est qualifié et du personnel qui n'est pas qualifié. Cela se reflète dans les salaires des enseignants et le financement varie significativement. Il y a plusieurs abordages Par exemple, il y en a qui utilisent des matériels trop chers. Il y a des jardins d'enfants, des forêts. C'est assez normal en Europe. Et là, le coût public, les dépenses publiques varient énormément. Cela dépend de la région aussi. Même dans une même région, on voit des différences importantes, évidentes. Ce qui est bon de la vie en Europe, c'est que l'Union européenne a fourni des centres des PPE de qualité et on l'a fixé dans un lieu prioritaire dans l'agenda politique. Et cela permet d'avoir un accès de qualité à les PPE pour que les PPE soient abordables pour toutes les familles européennes. Et on tient à ce qu'il y ait des bénéfices économiques à long terme. La matriculation des enfants à l'éducation de petite enfance, de l'éducation obligatoire est près du pourcentage. Il y a des différences de pourcentage, mais le taux est de 80%. Il y a des pays où il y a des taux de 40% comme la Macédonie, des pays plus pauvres où l'accès est mineur puisque le budget est mineur. Par exemple, la Macédonie. Selon la situation économique de chaque pays, cela va être différent. Et finalement, je ne sais pas si vous savez que cela se passe, mais avec les PPE, depuis la pandémie, cela a eu un effet sur les PPE. Mais en ce moment, on est aussi en guerre en Europe. Il y a des catastrophes naturelles. Et tout cela a un effet sur l'éducation et sur les PPE. Peut-être vous n'y pensez pas de cette manière, mais en Europe, nous avons une crise économique très profonde. Et cela a un effet sur les PPE. Il y a plus d'argent pour certaines questions, mais moins pour l'éducation pour la première enfance. Et c'est un défi qu'on a en Europe. Et si on compare notre région avec les autres, on dirait que heureusement, on a plus de richesse ou d'accès
plus facile à l'éducation des petits-enfants. Mais il faut penser que chaque région est unique. Ça dépend de où on habite, combien d'argent on a et combien d'argent l'éducation des premières enfance reçoit. Il y a toujours beaucoup de choses à faire dans le futur pour que chaque enfant de la planète ait accès à l'éducation de la première enfance abordable et de qualité. Merci. Merci beaucoup, Adriana, pour ta participation. Et vraiment, elle faisait attention que chaque pays a cette fragmentation entre la qualité et au long d'un pays et on le comparer avec d'autres. Merci à tous, en fait, pour votre participation. Comme vous le voyez, les initiatives de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation ne s'arrêtent pas là. De même que les engagements pris à Tashkent et le travail, désolé, il y a un bruit. Bien. Le travail à accomplir pour les mouvements transformer l'éducation, la croissance et le renforcement de notre capacité collective d'influence est la condition principale de notre travail de plaidoyer. Faire pression sur les gouvernements pour qu'ils développent des politiques publiques et des mesures qui contribuent à la réalisation de droits humains, à l'éducation, est probablement l'objectif primordial de notre travail de plaidoyer. Unique et fondamental. Cette action doit s'appuyer sur des connaissances et une éthique approfondie. Notre action fait honore son statut consultatif spécial auprès du système des Nations Unies et son partenariat officiel avec l'UNESCO, tout en renforçant la visibilité de l'EPP dans tous les projets de l'UNESCO. En OMEP, on valore la solidarité et la participation avec nos partenaires clés pour mener à bien notre travail et atteindre les objectifs. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la campagne mondiale pour l'éducation, au CLADE, à l'Initiative pour le droit à l'éducation, à Human Rights Watch, Taxed, ainsi qu'à d'autres organisations de la société civile qui travaillent ensemble. Au cours de cette session extraordinaire et tellement enrichissante, nous avons une fois de plus insisté sur le fait que l'éducation est un droit et non un privilège, une marchandise ou une charité, mais un droit, comme a dit Maria. Et le financement doit provenir de la mobilisation des ressources internes de l'État par le biais de l'imposition progressive, en mettant fin à l'évasion fiscale et en insistant sur l'équité fiscale. Une partie du financement de l'éducation peut également être soutenue en partie par la coopération étrangère, mais toujours sur la base du paradigme des droits humains. Pour terminer la session, je communique quelques avis paroissieux. N'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux comme @worldomep et de visiter régulièrement le site web de l'OMEP www.omepworld.org. Sur notre chaîne YouTube OMEP TV, nous téléchargerons les vidéos de ce séminaire dans les 3 langues officielles de l'OMEP. Vous allez voir aussi les séminaires précédents, le 9 dernier de la série, qui sont déjà téléchargés. Je tiens à remercier Maria Rombalcera à nouveau pour cette excellente présentation et les vice-présidentes régionaux de l'OMEP, elles sont fantastiques pour ces présentations enrichissantes. Je remercie également chaleureusement le secrétariat et l'équipe de communication de l'OMEP, ainsi que les traducteurs qui ont fait des gros efforts aujourd'hui. Je remercie également tous les collègues du monde entier qui ont participé à ce webinaire avec tant d'engagement et l'amour, le respect que vous montrez pour ce sujet. Ce fut un plaisir de passer du temps avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Thank you, Amep. Gracias.
Thank you. Thank Merci you. beaucoup. Thank you. Merci. Merci tout le monde. Gracias. Bye. Thank you. Una alegría verles. Thank you. Good night. Merci beaucoup. Merci, mes amis. Merci, merci. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Gracias.